Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Monaco Info. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau point complet sur l'actualité avec notamment au programme aujourd'hui un anniversaire, celui des 120 ans de la sûreté publique. Nous recevrons également dans ce journal Christian Gauthier. Il nous parlera de la réouverture au public des grands appartements du Palais Princier après de longs travaux. À retrouver aussi dans ce journal un nouveau focus sur les Jeux méditerranéens. Émilie Rousseau va nous faire découvrir une belle surprise en direct d'Oran, mais je ne vous en dis pas plus. Et pour finir, le CHPG s'engage encore en faveur de l'environnement avec la création de Mon Resto Responsable. Et on débute bien évidemment cette édition avec un anniversaire particulier. L'ensemble des institutions étaient réunies ce vendredi matin au musée océanographique pour célébrer le 120e anniversaire de la sûreté publique de Monaco. Un événement en présence du prince souverain et de la marraine de la police monégasque Charlotte Casiraghi. Le reportage d'Alexandra Pani et Thomas Deus. C'est la première fois que cet hymne est joué. Il a été créé tout particulièrement pour la sûreté publique de Monaco à l'occasion de ses 120 ans par l'Académie Régnier III. Une année riche en événements pour la police monégasque qui a souhaité célébrer cet important anniversaire avec plusieurs moments marquants tout au long de l'année. Un partenariat avec la DENGS pour la réalisation de leur carte de vœux, la création d'un timbre et d'une médaille commémorative, une bande dessinée qui verra le jour au mois de novembre prochain, une œuvre du peintre et ancien policier Claude Gauthier, la réalisation d'un important livre mémoriel sur la sûreté publique ou encore un partenariat avec la prestigieuse marque d'horlogerie suisse Tudor qui a créé 2 modèles en édition limitée. La sûreté publique de Monaco est forte aujourd'hui de 600 hommes et femmes et n'a cessé de se développer. Protectrice, vigilante, sans être tracassière, l'on pouvait lire au sujet de la police monégasque dans le journal officiel de 1902, une ligne directrice qui est toujours d'actualité. En 1902, dans le journal officiel, où la police devait être proche de la population, et pour nous c'est une constante et c'est quelque chose de très important, mais bien sûr depuis 1902, un développement permanent, constant, avec aujourd'hui un nouveau plan qui est le plan Sûreté publique 2025, où nous allons encore développer nos services, notre organisation et nos méthodologies. La célébration de ce 120e anniversaire a réuni pas moins de 300 convives. De nombreuses personnalités de la principauté étaient réunies aux côtés du prince souverain et de la marraine de la police monégasque Charlotte Casiraghi. C'est par ordonnance souveraine du 23 juin 1902 que le prince Albert Ier supprimera la direction de la police pour établir au gouvernement la nouvelle direction de la sûreté publique. En 120 ans, cette direction a vu son effectif progresser ainsi que ses moyens d'action. C'est pour la principauté une chance, une grande chance en termes d'attractivité, parce qu'on sait bien que la sécurité à Monaco joue un rôle très important pour attirer de nouveaux résidents et la sûreté publique remplit parfaitement cette condition. Loyauté, vigilance, courage est la devise de la sûreté publique, illustrée brillamment par 2 agents décorés à l'occasion de cette commémoration par le prince souverain. Guillaume Oversteins et Charlie Dubrul se sont vus remettre une agrafe exceptionnelle pour acte de courage et de dévouement pour avoir porté secours à l'un de leurs collègues victime d'un arrêt cardiaque. C'est un moment fort, de par ce qu'elle représente pour notre collègue. En plus, le jour des 120 ans de la sûreté publique, c'est encore plus fort. Et je pense que la plus belle récompense aujourd'hui pour nous, c'est que Thierry ait pu reprendre du service et soit avec nous au quotidien sur nos missions. C'est toujours un honneur de faire correctement son travail, on peut dire ça comme ça. Nous, un policier, c'est une vocation. En faisant le pas d'être devenu policier, on est là un peu aussi pour la population. Mais c'est vrai que d'être reconnu par ses pairs, de par la médaille, et remis en plus par Monseigneur, ça fait toujours quelque chose. Un moment fort qui clôturera cette cérémonie des 120 ans de la sûreté publique monégasque. Xiao Xingyang en or, la pongiste monégasque est montée sur la première marche du podium aux Jeux méditerranéens. Émilie Rousseau, vous êtes sur place pour Monaco Info. Il faut le dire, ce titre est tout simplement historique. Oui, en effet, c'est historique. Jamais Monaco n'avait remporté de médaille d'or aux Jeux méditerranéens. C'est tout simplement la première depuis que la principauté participe à ces Jeux, depuis 1955. Xiao Xingyang a réalisé le parcours parfait pour atteindre son objectif. Retour sur cette finale qui lui offre la plus belle des médailles. L'hymne monégasque qui retentit pour la première fois à Oran, pour la première fois également à des Jeux méditerranéens, comme si l'année 2022 était destinée à marquer le sport monégasque après la 6e place des bobeurs
aux Jeux Olympiques de Beijing. Une nouvelle page vient d'être écrite par ce petit bout de femme pleine de vie et d'envie, d'ambition et de persévérance. 4 ans après l'argent à Tarragone, Xiao Xingyang se couvre d'or à Oran. En finale, elle est opposée à la portugaise Jenny Chao, une joueuse qu'elle connaît bien et qui l'a parfois gênée avec son système de jeu. Mais ce jour-là, Xiao a été au-dessus, déterminante sur tous les points importants. Elle n'a laissé tout simplement aucune chance à la portugaise et remporte 4-0 cet ultime duel synonyme d'or, la consécration. Je suis très contente, franchement, même je ne l'ai jamais dit aux actifs, mais avant de venir, j'ai envie de gagner la médaille d'or, donc j'ai réussi. Donc merci tout le monde. En plus ce matin il y avait Monseigneur qui était là, c'est une force énorme dans le dos. J'ai réussi, donc j'ai envie de dire à Monaco on est fort. Durant ce tournoi, Xiao Xingyang aura remporté toutes ses rencontres et n'aura cédé seulement 2 sets. Intraitable autour d'une table, elle est toujours restée focus sur son objectif qu'elle n'affichait pas clairement par superstition. Elle avait travaillé d'arrache-pied pour y arriver. Ça fait plusieurs années, elle est très dure, elle a vraiment travaillé, comment dire, avec conditions difficiles, elle travaille, elle n'a jamais abandonné, voilà, je suis vraiment content pour elle. Ouais. Et maintenant, la Monégasque veut voir plus haut, actuellement 12e mondiale. Elle vise le top 10. Elle s'y emploiera dès la semaine prochaine avec 2 tournois à Bucarest. Et comme le disait Xiao Xingyang dans son interview, elle aura pu compter sur les encouragements du prince Albert II. Était présent également dans les tribunes la secrétaire générale du comité olympique monégasque, Yvette Lombin-Berty. Le souverain a aussi pu partager un moment avec une partie de la délégation rouge et blanche lors d'un déjeuner. Il leur a souhaité évidemment le meilleur pour la suite de la compétition. Justement, il reste encore des athlètes en lice à Oran. Émilie, en athlétisme notamment. Marie-Charlotte Gastaud et Kylian Vatrican ont débuté leur compétition hier. Oui, les 2 Monégasques étaient engagés sur 400 mètres et 100 mètres dans un stade olympique où régnait une ambiance folle. Il y a eu de l'envie, il y a eu un record personnel pour nos athlètes. Je vous laisse découvrir cela dans ce reportage réalisé avec Olivier Bonello. Près de 30 000 spectateurs étaient venus assister aux épreuves d'athlétisme hier soir dans le récent stade olympique qui porte le nom de l'ancien footballeur algérien Miloud Adefi. Preuve de l'engouement des Oranais pour les Jeux méditerranéens qui vivent cet événement avec une grande ferveur. Une ambiance qui a peut-être déstabilisé Kylian Vatrican. Pour sa première compétition internationale, le Monégasque avait l'espoir d'améliorer son temps sur 100 mètres, lui qui ne cesse de progresser. Crispé sur la fin de sa course, il signe un chrono de 11,50. C'était une super expérience, l'ambiance était géniale. Résultat un peu décevant parce que je suis un peu loin de mon record, que j'aurais aimé me rapprocher le plus possible. Mais ça reste vraiment une super expérience pour moi à 18 ans. Même si ces Jeux méditerranéens sont ses premiers, Marie-Charlotte Gastaud a l'habitude des compétitions internationales et de cette chaude ambiance. Elle tombe dans la série la plus relevée du 400 mètres haies, mais ne se laisse pas impressionner par ses autres concurrentes. La gestion de sa course lui permet de battre son record personnel à Oran, 64,34, record qu'elle avait déjà battu il y a quelques semaines. Je savais très bien que les filles elles étaient vachement plus rapides, donc je me suis focalisée sur mon record. Je me suis dit ouais, je voulais complètement le battre et c'est ce que j'ai fait, donc je suis contente de ma course. J'ai encore quelques réglages à faire et ça s'est super bien passé, l'ambiance était géniale et voilà. Les 2 Monégasques se serviront de cette ambiance oranaise pour leur prochaine échéance. Les championnats du monde junior d'athlétisme pour Kylian Vatrican. Marie-Charlotte Gastaud tentera elle de décrocher son billet pour les championnats de France Open. À savoir également que Charlotte Afriya n'a malheureusement pas pu participer à son 100 mètres. Elle a déclaré forfait pour raison médicale. Nous retournons à Monaco à présent en direction du Palais Princier. Fermés au public depuis 2 ans, les grands appartements du Palais Princier ont rouvert leurs portes aujourd'hui. Pour nous parler de cette période de travaux intenses, nous recevons dans ce journal Christian Gauthier. Il est le coordinateur des travaux de restauration du Palais Princier. Bonsoir à vous Christian. Bonsoir Julia. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui puisque ça y est, les grands appartements du Palais Princier reprennent vie.
Absolument, l'ouverture était un grand événement pour nous. Ça fait plusieurs années que nous travaillons sur la découverte de ces fresques, mais aussi sur la nouvelle programmation des visites et sur les nouveaux accrochages. Donc après 2 ans d'interruption due au Covid, nous avons continué, nous, à travailler pendant cette période-là quand même. Nous sommes très heureux et très fiers de pouvoir montrer aujourd'hui ces magnifiques découvertes et ce magnifique parcours. Alors justement, comment se sont déroulés concrètement ces travaux de restauration en plusieurs temps, je suppose? Absolument. La répartition des travaux a commencé depuis déjà 8 ans, où nous sommes intervenus sur la cour d'honneur, qui se trouve à ma gauche. Nous avons poursuivi ensuite, puisque nous avons découvert sur la galerie d'Hercule qui est derrière moi, les premières fresques qui se présentaient à nous. Elles étaient cachées sous des repins. Et à partir de ce moment-là, à partir de cette découverte, nous avons entrepris un autre projet, si je puis dire, un projet de conservation-restauration à l'intérieur du palais et des grands appartements où nous avons découvert plusieurs sites sur lesquels des fresques authentiques du XVIe siècle étaient cachées. Découverte incroyable pour Monaco, mais aussi pour la culture et l'art en général. C'est une des particularités des découvertes, c'est qu'on ne s'y attend pas. Et lorsqu'on veut comprendre ce qu'on découvre, eh bien on s'ouvre sur un monde qui semble être parfois inattendu. En tout cas, là, effectivement, ce grand projet nous a ouvert sur des recherches en histoire de l'art, sur des recherches techniques, sur des applications de protocoles d'éco-responsabilité en matière de conservation-restauration, ce qui n'est pas évident dans un contexte pareil, surtout lorsqu'il s'agit d'une découverte qui touche presque 600 mètres carrés de fresques sur un ensemble qui appartient à la même famille depuis 500 ans, même plus depuis 700 ans, mais les fresques venant du XVIe siècle, elles jaillissent vers nous depuis 500 ans, quoi. Alors justement, ça a été des travaux sur le long terme, depuis 2013 je crois. À quelles difficultés vous avez été confrontés? On parlait de la préservation de ce patrimoine historique, d'un bâtiment qui a été construit en 1215. C'était certainement au cœur de vos préoccupations. Absolument. La compréhension de ces fresques-là nous a incité à mieux comprendre ce qui s'était passé. La transformation de cette forteresse médiévale et de défense en un palais d'ostentation, comme c'est le cas aujourd'hui, nous a incité donc à chercher des liens, en particulier avec Gênes. Donc on a lancé plusieurs programmes de recherche dans la ville de Gênes, avec des chercheurs locaux dans les archives d'État et départementales de Gênes, mais aussi dans les archives du palais. Et ensuite, on a été amené à effectivement pousser les recherches en matière de technique, puisque nous avons une démarche qui est très originale, qui est basée sur les principes qui sont chers à Monseigneur, qui concernent la durabilité de nos travaux et surtout l'éco-responsabilité. Donc cet ensemble-là nous fait découvrir un palais, nous fait redécouvrir un palais, devrais-je dire, sur lequel maintenant nous travaillons depuis 8 ans, oui, effectivement. Alors en parlant de découverte ou de redécouverte, justement, à l'occasion de ces travaux de restauration, la Maison Souveraine a revu complètement, je crois, la scénographie des lieux. Absolument, c'est un projet qui était en gestation depuis plusieurs années et qui s'est trouvé quasiment simultanément, il a été édifié simultanément avec la découverte des fresques. Donc ça a permis d'ajuster le parcours, en particulier le départ du parcours, puisque le choix a été pris sur une chronologie et les premières salles concernent effectivement le XVIe siècle qui font l'objet de notre découverte aujourd'hui. Alors, je crois que l'histoire de la famille Grimaldi est encore plus mise en valeur, avec notamment, dès le début des visites, le premier portrait d'un seigneur de Monaco. Absolument. C'est pour nous retracer cette période sur laquelle nous n'avions pas énormément travaillé, il faut bien le dire, ou sur laquelle nous ne nous étions pas focalisés. C'est la période du XVIe siècle avec les seigneurs de l'époque, puisque le premier prince est arrivé avec Honoré II donc au XVIIe, un peu plus tardivement. Mais les fondements même de tout ce qui a pu suivre par la suite, l'attachement à la souveraineté a été permis grâce à tous les travaux qui avaient été faits lors de la Renaissance. Et les tableaux qui sont présents dans cette première pièce illustrent très bien les seigneurs de l'époque. Oui. Alors un dernier mot, une dernière question sur les potentielles autres rénovations. Est-ce qu'il y a d'autres chantiers qui sont prévus au palais? Le palais est immense.
Nous avons observé et travaillé sur une petite partie. Nous venons de terminer certaines pièces, mais nous sommes toujours en travaux dans d'autres pièces actuellement, et où nous avons fait des découvertes aussi très très intéressantes et très originales. Nous verrons par la suite si nous continuons, parce qu'il y a un sujet qui est quasiment sans fin, si je peux me permettre, sur les différents salons qui suivent, où il y a d'autres peut-être découvertes à faire encore. Il y a d'autres trésors qui se cachent quelque part et on a bien l'intention d'essayer de les retrouver. C'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas. Merci beaucoup à vous, Christian, d'avoir répondu à nos questions concernant donc la réouverture ce vendredi 1er juillet au public des grands appartements du Palais Princier. Après la découverte de ces trésors génois au Palais, nous nous dirigeons vers le Forum des artistes. Vous avez jusqu'à demain pour le découvrir à l'espace Léo Ferré. De nombreuses œuvres y sont présentées. Christine Datomel est allée les voir directement sur place, accompagnée d'Alexandra Marangoni. Une 6e édition qui rassemble 76 artistes cette année de la principauté. Plasticiens, peintres, sculpteurs ou encore photographes, les talents de Monaco se sont mis à nu pour cette exposition à l'espace Léo Ferré en dévoilant leur création. Alors, ce sont des artistes qui sont soit monégasques, soit résidents en principauté et qui spontanément nous proposent au sein de ce forum que nous organisons tous les 2 ans d'exposer leurs œuvres. Et voilà, on fait toujours de nouvelles découvertes et puis aussi il y a des artistes qui produisent de nouvelles œuvres que nous exposons et cela permet de voir la richesse du paysage culturel et du paysage de créativité que nous avons en principauté et c'est réjouissant surtout après de telles périodes. Les spectateurs ont pu élire leur œuvre favorite. Le prix du public a été remis cette année à une jeune artiste qui exposait pour la première fois l'une de ses créations. C'est ma première exposition. J'ai déjà montré mes œuvres, mais vraiment complètement en petit comité, genre regarde ce que je fais, mais en fait tout confidentiel parce que je ne pensais pas que ça pouvait avoir cet impact, malgré la réaction des gens régulièrement. Donc je suis très agréablement surprise et je suis très contente parce que ce sont des nouvelles techniques et que je pense que c'est important de faire connaître des nouvelles choses. Donc je suis vraiment ravie. J'ai décidé de l'appeler Flower in the Air parce que c'est une fleur qui est faite à base de papier, mais c'est un papier qui est extrêmement léger parce qu'en fait c'est un papier mousse, donc avec une technique très particulière et en fait avec le papillon qui est un vrai symbole pour moi en fait. Donc du coup j'ai voulu associer mes symboles et la fleur et le côté très légèreté de la fleur. Une vraie démarche artistique donc, mais aussi écologique, l'artiste recyclant en permanence ses chutes de papier pour donner vie à de nouvelles créations. Le Forum des artistes refermera ses portes demain à 19h à l'espace Léo Ferré. Le CREM vient de célébrer ses 12 ans. Le club des résidents étrangers de Monaco a offert à ses membres une belle soirée d'anniversaire au Monte Carlo Bay hier soir. Le prince souverain était présent. Écoutez à ce sujet la présidente du CREM, Louisette Lévy-Soussan. Cette belle histoire est née d'une idée que j'avais donc il y a quelques années, enfin en 2005 j'ai commencé à y penser. Je voulais un endroit pour recréer une maison pour les étrangers. Nous n'avions pas de locaux, donc finalement c'est la providence sous les traits du prince Albert et de sœur Frédéric et de sœur David Barclay, plus de quelques bienfaiteurs, qui nous ont permis de réaliser ce beau rêve. Et nous continuons et nous espérons continuer encore. Chaque année nous avons notre anniversaire, ensuite nous faisons toujours un cocktail de rentrée, ensuite le cocktail de Noël, mais nous avons beaucoup d'événements qui sont des conférences, des concerts, des visites de monuments, d'endroits typiques, beaucoup de déjeuners ensemble parce que les déjeuners c'est toujours convivial et puis voilà. Et puis le CREM est là pour accueillir tous les jours les membres qui veulent lire un journal ou se rencontrer, prendre un verre, enfin voilà. Alors en 12 ans, vous avez l'impression qu'il y a eu de nombreux liens qui se sont créés entre eux? Je pense que oui. Il y a peut-être même eu des idylles. En 2018, conformément aux orientations du gouvernement princier en matière de développement durable, le CHPG a signé le Pacte national pour la transition énergétique. Cela fait de nombreuses années que l'hôpital œuvre en faveur de l'environnement. L'établissement vient d'officialiser son entrée dans une nouvelle démarche, Mon Resto Responsable. Alors, de quoi s'agit-il? Les éléments de réponse dans le reportage de Christine Datomel, Alexandra Marangoni et Louis Borgia.
C'est un projet qui fait écho aux valeurs du CHPG qui, depuis 2010, s'inscrit dans une démarche hôpital vert en adoptant les 3 priorités du gouvernement princier, à savoir mobilité, énergie et déchets. Mais le centre hospitalier de la Principauté avait aussi à cœur de développer une démarche éco-responsable au sein de sa restauration. L'an dernier a été labellisé Goemio, puisqu'il ne faut pas oublier non plus la qualité de nos repas. Et la direction de l'environnement nous a sollicité pour adhérer à cette démarche Mon Resto Responsable qui est portée par la Fondation Nicolas Hulot. La restauration parce qu'on considère qu'elle fait partie intégrale du soin et parce que les études d'ailleurs montrent à quel point elle contribue à la guérison et à la convalescence, aux bonnes convalescences de nos patients. Et que sur un établissement qui produit 3000 repas par jour, il y a des conséquences importantes. La cuisine centrale du CHPG date des années 80 et 3000 repas sont fabriqués chaque jour pour l'ensemble du personnel et pour les résidents de l'hôpital, mais aussi pour ceux du centre Régnier 3 et de la nouvelle résidence du Cap Fleuri. Des repas frais, bio et sains pour le bien-être de tous. Les médecins ont une doctrine qui est primum non nocere. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord ne pas nuire. C'est exactement ce qu'on veut faire à l'hôpital par rapport à l'environnement. S'interroger sur tous nos process, dont celui-ci bien sûr. Comment limiter notre impact sur l'environnement? C'est un menu de saison. On ne mangera pas des tomates à l'hôpital en plein hiver, ou alors on va en proposer pour ceux qui ne mangent que ça, mais ce n'est pas là qu'on va axer nos propositions. On va aussi proposer des petits déjeuners bio. Ce sont des produits qui sont achetés localement. Faut savoir qu'on tous les matins on s'approvisionne aux mines. Donc quand je dis local, on parle vraiment de quelque chose d'hyper local. Et puis dans la production, en fait, on a revu tous nos process de production pour limiter au maximum le gaspillage alimentaire. Mon Resto Responsable est donc une démarche de qualité qui permet de valoriser les bonnes pratiques existantes et de définir de nouvelles pistes d'amélioration pour une alimentation saine et durable. Fort impliqué dans une politique de développement durable, c'est donc tout naturellement que le CHPG a souhaité valoriser ses actions en officialisant aujourd'hui son entrée dans cette démarche. Suite et fin de notre série de reportages consacrés au déplacement princier à Lisbonne, dans le cadre, je vous le rappelle, de la conférence des Nations Unies pour les océans. Vanessa Dessy vous dresse un bilan de ces 3 journées de discussion en faveur de la préservation des océans. Le changement climatique modifie l'équilibre thermique de la Terre et a de nombreuses conséquences sur l'homme et l'environnement. Les discussions lors de cette nouvelle séance plénière dédiée à la protection des océans marquent un engagement fort de la Principauté. Monaco envisage d'allouer 1,3 million d'euros à plus de 70 projets d'ici 2024. Au-delà des discours diplomatiques, d'essayer d'entrevoir et de mettre en place avec non seulement les autres pays, mais avec les organismes internationaux et les ONG, des solutions concrètes et qui soient applicables dans des délais assez brefs. Il faut vraiment que nous allions beaucoup plus dans l'action et beaucoup plus dans les solutions, dans la mise en place de ces solutions qui font appel quelquefois à des technologies innovantes. Comment cela va être mis en place assez rapidement grâce à des financements aussi innovants. C'est tout l'enjeu de toutes ces discussions et de tous ces événements qui ont lieu un petit peu en marge des séances plénières. Mais c'est toujours très intéressant de pouvoir confronter des points de vue et de pouvoir faire avancer les choses, souvent quelquefois dans des discussions de couloir ou dans des événements annexes, mais je suis optimiste. En marge de cette conférence des Nations Unies pour les océans, le souverain a remis 2 prix dédiés au développement durable. Agio Pereira, ancien ministre d'État du Timor-Leste, rencontré en 2014 à Monaco, et Bérénice Bardonnet, jeune étudiante en diplomatie. C'est un honneur, je remercie le prince pour cet honneur, le gouvernement, madame le conseiller qui m'a permis d'être là aussi aujourd'hui et beaucoup d'émotions, je suis très contente, merci. La Fondation Prince Albert II de son côté a signé un accord de partenariat avec Gulbenkian. Cette fondation entend renforcer sa position et donner la visibilité aux travaux qu'elle développe dans le cadre de son action climat océanique.
S'est ensuite tenue une plateforme portée sur l'innovation et les solutions fondées sur l'océan pour une économie bleue durable, le but étant d'agir afin d'obtenir des accords politiques sur la conservation des océans. Et concernant votre programme du week-end, vous pourrez retrouver sur Monaco Info votre émission Le Débat. Elle aura lieu ce samedi à 21 h et sera consacrée à la voie du pardon avec comme invité exceptionnel l'ancien basketteur monégasque Wilfried Yeguete. Le lendemain, ne ratez surtout pas 19 h dimanche dédié à l'artiste belge Jean-Michel Follon. Il a d'ailleurs travaillé durant plus de 20 ans à Monaco. Pour l'heure, nous retrouvons Alexandra Pani pour un point sur la météo de demain. Quelles sont les prévisions, Alexandra ? Bonsoir Julia, bonsoir à tous. Un début de week-end très estival. La journée sera largement ensoleillée avec des températures qui sont de plus en plus chaudes. 30 degrés d'annoncés au cours de la journée. Il soufflera une légère brise pour nous rafraîchir et la température de l'eau affichera 25 degrés. Nous fêterons samedi la Saint-Martinien. Merci à vous Alexandra. Nous refermons cette édition avec des photos du célèbre jumping international de Monte-Carlo. Stéphane Dana s'est rendu sur le port Hercule pour immortaliser le passage des plus beaux chevaux du classement mondial qui s'affronteront jusqu'à demain. En attendant de vous retrouver pour un nouveau point complet sur l'actualité de la principauté, je vous souhaite de passer une très belle soirée sur Monaco Info. À très bientôt.